Je vous écoute, François. Donc, je vais partager ce que j'ai préparé à l'écran. OK. J'espère que ça va s'afficher correctement pour tout le monde. Apprentissage. Donc, je vais faire une présentation peut-être un peu plus technique que ce qu'on a vu là, mais ça va être progressif. Je vais commencer par des choses Doucement, hein. que j'espère que tout le monde comprendra pour aller vers des choses peut-être un peu plus évoluées, mais qui résonnent aussi avec l'actualité. Donc, ça m'a semblé important d'aller vers ce genre de choses. Donc, comme ça a été dit plusieurs fois, à la base du machine learning et des réseaux de neurones, il y a des données. Donc, pour bien comprendre l'intérêt des données, je vais partir d'un exemple. Donc, des données, c'est ici, ce sera ce terme-là. Ici, on a un XI, un YI, et on a plusieurs I. Donc, chaque I, en fait, ça va être un exemple, une expérience. Donc, prenons un exemple très simple qu'on peut dessiner. Ce serait un problème d'attribution de crédit. Donc, pour chaque individu I, ou pour chaque projet de crédit I, on va avoir XI qui va être composé de deux quantités, le salaire de l'individu I et la mensualité du crédit demandé dans ce projet de crédit. Donc, ici, on a quelque chose qui est à deux dimensions, il y a deux quantités, on est dans R2. Et on a des données, donc ça veut dire qu'on va regarder notre historique de clients de crédit et on va avoir donc des YI qui vont avoir soit 1, soit moins 1. 1 si la personne a bien remboursé, moins 1 si la personne n'a pas bien remboursé. Donc on peut représenter tout ça sur ce plan-là, ici. Donc chaque point va correspondre à un salaire et une mensualité. Donc ça, c'est le X. Et la couleur va représenter le Y. Donc en vert, j'ai mis tous ceux qui avaient bien remboursé. Donc si les salaires sont très élevés pour une petite mensualité, en général, les gens auront bien remboursé. Et en rouge, j'ai mis ceux pour qui il y avait eu un problème au cours du remboursement. Donc ça, c'est les données telles qu'on les a. Et la problématique, donc je vais commencer par deux problématiques qui sont la classification et la régression, qui sont deux standards en machine learning. Ça va être, imaginons qu'on a un nouvel individu, on va utiliser toutes ces données qu'on a ici pour essayer de prédire ce qui va se passer pour cet individu. Donc ici, c'est important, par exemple, pour savoir est-ce qu'on va accorder ou pas le crédit à ce nouveau projet de crédit. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est une fonction de décision, ou ici une séparation entre deux parties du plan. Donc on parle de classification ou de reconnaissance de forme, telle que d'un côté, on va avoir les gens dont on anticipe qui risquent de ne pas rembourser le crédit, et de l'autre, ce seraient ceux qui risquent de rembourser le crédit. L'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on va chercher une fonction qui ici est à valeur binaire, soit plus 1, soit moins 1. À noter, on a parlé plusieurs fois de biais dans les données, donc, notamment Bertrand Montubert a mentionné ça, et Nicolas aussi. Donc ici, c'est un très bon exemple pour illustrer ça. Les banquiers, en pratique, n'attribuent des crédits qu'à des gens qui sont dans cette zone-là. Ils ne vont jamais attribuer un crédit à quelqu'un pour qui la mensualité serait supérieure au salaire. Et donc, en fait, on a un biais dans les données, c'est-à-dire qu'il y a toute une zone du plan où on n'a absolument pas de données. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Et les données qu'ont les banquiers sont en fait extrêmement biaisées en faveur des gens qui ont des gros salaires. On peut imaginer plein d'exemples, donc je ne sais pas à quel point je vais insister là-dessus. Peut-être pour donner un peu de diversité, on peut imaginer de la détection de spam. On va prendre des mails et des métadonnées, transformer ça dans un espace euclidien et avoir un Y qui va nous dire si c'est un spam ou si ce n'est pas un spam. On peut parler d'aide au diagnostic, mais c'est quelque chose qui va être abordé par Louise Trouvé. Donc en période de Covid, je vais quand même un tout petit peu en parler, on peut imaginer avoir un X qui va être des grandeurs issues d'analyse médicale, et en Y, on va regarder est-ce que c'est une population à risque ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un certain diagnostic ou pas. Donc ça peut être nos données, et on va chercher à prédire ça, à construire un prédicteur là-dessus. On peut parler d'images satellitaires. Donc, ce qui m'a intéressé dans cet exemple, c'est qu'ici, il y a beaucoup de classes. Donc ici, la question dans une image satellitaire, c'est de dire en chaque pixel quel est le contenu de ce pixel. Donc pour X, on va prendre un petit patch de valeur autour de ce pixel, donc notamment en imagerie hyperspectrale. Et en Y, on va dire est-ce que c'est du bâti, de la forêt, un champ, etc.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de labels, pas seulement -1 et 1, il peut y avoir énormément de labels. Un autre grande classe de problèmes, ça va être les problèmes de régression. Donc pareil, on dispose toujours de données x, y, i. Donc ici, j'ai pris comme exemple illustratif une question de distance de freinage. Donc imaginons que xi soit votre vitesse, ou la vitesse d'un véhicule, et pour yi, vous allez essayer de calculer la distance de freinage. Donc vous avez des données que j'ai représentées ici en vert. Pour une certaine vitesse, on a une certaine distance de freinage. Donc c'est une fonction. Et pour un nouveau x, on va se poser la question de prédire une distance de freinage. Donc à noter, mon dessin ici est assez mauvais, puisqu'en fait, pour une même vitesse, en fonction de l'humidité de la route, de la température, de la qualité des pneus, on aurait éventuellement plusieurs vitesses de freinage possibles qui dépendront du véhicule, qui dépendront d'autres facteurs extérieurs. Donc en fait, on devrait avoir un nuage de points ici autour de cette parabole. Et la situation est beaucoup plus complexe que ce qui est dessiné sur ce dessin. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qu'on cherche finalement, c'est une fonction qui va de R, de notre espace de départ, ici notre espace de départ c'est R, dans R, puisqu'ici notre espace de sortie c'est aussi R. Okay, et voilà. Donc ça c'est un principe qu'on va retrouver de manière un peu générale. Donc là aussi il y a plein d'applications, j'en ai listé quelques-unes. Bon, on a déjà parlé pas mal d'applications, donc je ne vais pas insister. Peut-être un élément sur lequel je vais insister, c'est la dernière, parce que je trouve qu'elle illustre bien un phénomène qui se produit en science aujourd'hui du fait du développement du machine learning. C'est la question de prédire, à moindre coût numérique en général, des quantités physiques. Donc la démarche jusque-là pour prédire des quantités physiques, c'était de prendre les équations de la physique et puis d'essayer de résoudre ces équations de la physique pour faire émerger une certaine quantité. Donc ça passait par une phase de modélisation et de compréhension du phénomène physique qu'on était en train d'étudier. Dans ces approches de machine learning, on n'a pas du tout ça, on a des données, donc on va observer plein de fois une situation physique et à partir de ces observations, on va chercher à trouver la quantité. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ces applications du machine learning font reculer la modélisation et le besoin de comprendre les phénomènes, puisque en fait, on va faire apprendre les choses à l'aide de données. Et le fait que ça fonctionne et que ça fasse réellement reculer la modélisation est un phénomène, je pense, scientifiquement, en tout cas, assez notable. Donc, le principe qu'il y a derrière ces deux applications que j'ai présentées, là, dont j'ai parlé, la classification et la régression, qui sont les premières choses dont on parle en général, c'est les suivants. Donc, on a des données, donc des xi, des yi. Donc, le xi va pour moi être dans un R in. In, c'est la dimension de l'espace de départ. Le yi va être dans un R out. Out, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Et on va avoir une famille paramétrée de fonctions W qui, à chaque élément de R in ici, va associer un élément de R out. Donc, tant qu'on ne précise pas ce qu'est cette famille de fonctions, ça peut sembler assez abstrait. Donc, je vais préciser par la suite, je vais donner l'exemple où la famille de fonctions, en fait, est des réseaux de neurones qui sont paramétrés par des poids, des biais et des choses comme ça. Donc, on a une famille de fonctions et on a aussi une notion de coût d'une erreur. Donc, l'idée, ça va être de dire, imaginons que ma vraie donnée ici, yi, je sais que l'élément ici, ce soit yi. Imaginons que moi, je prédise f de w appliqué ici. Quel est le coût de cette erreur que je fais entre fw de xi et yi? Oui. Donc, on a besoin de cette notion d'erreur. Et nous, ce qu'on va chercher, le jeu de paramètres ici w, un w étoile, qui va permettre de faire coller au mieux les données et la prédiction qu'on fait pour les xi. Donc, mathématiquement, ça revient à faire cette formule-là. On va chercher un w étoile qui va permettre de rendre ce terme-là le plus petit possible. Donc, encore une fois, ça va être le coût, grand L, entre la prédiction que fait le modèle sur xi et la vraie donnée yi. Donc, c'est typiquement ce genre de choses qu'on va chercher à minimiser. Et c'est comme ça que ces choses-là vont marcher.
Donc, je vais vous parler des réseaux de neurones qui sont une famille de fonctions paramétrées. Donc, c'est une famille ici parmi plein d'autres. Hein. Mais c'est une famille qui change la donne depuis pas mal d'années maintenant. Donc, son principe, souvent, on a un dessin comme ça. Donc, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est déjà d'expliquer ce dessin, puis de faire le lien avec une formule mathématique qui permet quand même à ceux qui la comprendront de voir un peu mieux de quoi on parle. Donc, on a des neurones en entrée, on a des neurones en sortie. Donc, le nombre de neurones en entrée et le nombre de neurones en sortie correspondent à la dimension de ces espaces ici. Si on va de R dans R, par exemple, ou si on va de R2 dans R, prenons le cas de R2 et R, comme on n'a pas les mêmes dimensions, bah ici, dans ce cas-là, on a 2 neurones en entrée, 1 neurone en sortie. Donc ici, on serait de R4 dans R. Et pour un X qui est dans R4, donc on va mettre chacune des valeurs de ce vecteur X ici dans l'un de ces neurones. Et pour passer à l'étage d'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les valeurs qui sont ici, on va les ajouter, on va les multiplier par un poids qui est sur ces flèches, et on va les ajouter pour calculer la valeur qui est ici. On va faire la même chose pour calculer ce poids-là. On va rajouter éventuellement un biais, et ensuite on va appliquer une non-linéarité, ce qu'on appelle une fonction d'activation. Donc mathématiquement, ça prend cette forme-là. Tous les poids qui sont sur ces flèches-là, on va les mettre dans une matrice W1. On va prendre notre X, on le multiplie par un W1, on rajoute un vecteur B1, donc ça nous donne ce terme-là, et à chaque entrée, on va appliquer une fonction d'activation. Donc ce sigma-là, ce terme-là, c'est ce qui vit dans cette couche qu'on appelle une couche cachée. On va ensuite passer à la couche cachée suivante, donc il y a vraiment, de manière sous-jacente, une idée de composition de décision. Et là, donc là, à nouveau, on va faire en fait exactement le même processus. On va prendre ce vecteur-là, on va le multiplier par W2, on va rajouter B2, on va appliquer sigma, ça nous donne ce qu'on a dans cette couche-là. Et enfin, pour arriver à la dernière couche, on multiplie par W3, on rajoute B3 et on applique un nouveau sigma. Donc on a quelque chose qui est en fait pas si compliqué, qui est quelque chose de... On fait des compositions, quoi, c'est ça qui va être important. Et on a quelque chose de linéaire ou affine et des non-linéarités. Donc ça, c'est pour les méthodes, je dirais, classiques de classification et régression. Donc après, il y a tout un tas de branches, il y a toute une branche du machine learning où en fait, il y a tout un tas d'exemples qui sont importants en plus sociétalement, où on n'a pas directement une correspondance entre des entrées et des sorties. Ce qui va nous intéresser, en fait, c'est ce qui se passe dans des niveaux intermédiaires entre l'entrée et la sortie. Donc, je vais illustrer ça avec surtout un exemple que je vais essayer de bien décrire, qui est un exemple important. Donc, moi, je vais le décrire dans le cadre d'un challenge qu'avait posé Netflix il y a quelques années. Donc, cette matrice-là, dans ce challenge Netflix, elle représente l'appétence des utilisateurs pour un film. Le but, c'est de proposer à l'utilisateur les films qui vont lui plaire. Donc, chaque ligne ici va correspondre à un utilisateur. Chaque colonne dans cette matrice va correspondre à un film. Et pour un élément de cette matrice, donc à une ligne donnée, un utilisateur donné et un film donné, une colonne donnée, on va mettre une note. Est-ce qu'il aime ce film ou est-ce qu'il ne va pas aimer ce film? Donc, première question, c'est qu'en pratique, par exemple, pour Netflix, cette matrice, elle n'est pas entièrement remplie. Donc, l'une des problématiques, ça va être de remplir complètement cette matrice, puisqu'en fait, les utilisateurs vont indiquer quelques points dans cette matrice, quelques films qu'ils ont regardés et pour lesquels ils ont bien voulu donner une note. Donc, cette matrice, elle n'est pas complètement remplie. Et une première problématique, c'est de remplir cette matrice. Et d'ailleurs, ce que je vais raconter là sert aussi à remplir la matrice. Mais ce sur quoi je vais insister, c'est que ça permet de comprendre des choses sur les individus ou sur les films. Donc en fait, pour compléter cette matrice, pour la remplir, ou pour l'interpréter, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va dire que cette case-là, on va dire que pour chaque film, donc pour chaque colonne de cette matrice, on va construire une matrice ici qui va nous dire pour chaque film un certain nombre de caractéristiques de ce film. Donc on peut imaginer
le caractère comique du film. Est-ce qu'il y a des films, est-ce qu'il y a de l'action, est-ce qu'il y a de la violence, est-ce qu'il y a tel acteur qui est très, très célèbre et que tout le monde adore, est-ce que c'est fait par tel réalisateur qui fait des films que tout le monde adore, etc., etc. On peut imaginer de lister un certain nombre de caractéristiques ici qui vont être sur les films. Et pour chaque utilisateur, on peut imaginer de la même façon, donc pour chaque ligne ici de cette matrice-là, de lister son appétence pour ces caractéristiques. Est-ce qu'il aime les films comiques? Est-ce qu'il aime les films avec de l'action? Est-ce qu'il aime tel réalisateur, etc., etc. Donc, s'il fallait remplir ces matrices-là, ce serait extrêmement fastidieux. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas remplir ces matrices-là, on va les calculer. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est, si on appelle cette matrice-là la matrice A, on va construire deux matrices B et C. Donc, ça, c'est B et ça, c'est C, tel que le produit de B et C soit très proche de A, ou même égal ici à A. Okay. Et comme ça, on va construire en fait ces caractéristiques. Et on va construire des caractéristiques et finalement, on va découvrir des choses sur les utilisateurs. On va être capable de découvrir que tel utilisateur, qui n'a rien de fait de plus d'innocent que de dire qu'il aimait tel film ou tel film, bah, il aime bien les comédies ou il aime bien les films d'action, etc. Donc on arrive en fait à découvrir des choses sur les utilisateurs sans avoir de données qui nous disent qu'on a certains utilisateurs qui ont tel caractère. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui sont intéressées. Donc là, c'était le problème Netflix, mais c'est aussi utilisé pour la publicité en ligne, c'est aussi utilisé typiquement par Cambridge Analytica ou par ce genre de dérive, où les gens ont cherché à comprendre la population et à comprendre les gens de manière assez intime. On peut imaginer la même genre de choses avec des utilisateurs, ça va être la population mondiale, et ici des sites Internet. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on peut faire pas seulement regarder, voilà, reproduire les données, mais on peut aussi en déduire des choses de ces données. De la même façon, on peut, là aussi, sans avoir de données qui nous font directement la correspondance entre X et Y, créer des plongements, donc par exemple des plongements de mots, des plongements de joints de mots et d'images qu'on va envoyer tous dans le même espace. Donc typiquement, en regardant des images avec un caption, une légende pour l'image, ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle des embeddings ou des plongements en français pour envoyer les deux dans les images. Et ça va nous permettre d'interroger ensuite, quand on a une nouvelle image, de l'interroger sur son contenu et d'essayer de construire des choses comme ça. Enfin, on peut, pour un état donné, essayer de créer un score pour une action. Donc ça, c'est encore un autre domaine extrêmement important, notamment qui a beaucoup d'applications en robotique et dans l'IA pour les jeux. Donc on n'a pas de données au départ, et en fait, on va construire des données petit à petit. Donc l'idée, ça va être ici, en entrée de la fonction, on va avoir un état. Donc imaginez par exemple l'écran d'un jeu vidéo. Et en sortie de la fonction, on va avoir une note pour chacune des actions possibles. Donc, si on pense à un jeune exemple de jeu vidéo, les actions, ça va être prendre le joystick vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, ou ne rien faire. Et on va mettre une note à chacune de ces actions. Donc ça va être le principe qui va permettre de construire des IA pour le jeu, mais aussi des processus de décision pour la robotique, pour la conduite autonome, et pour tout un tas de choses comme ça. La base ici, ça ne va pas être d'utiliser les données qu'on a, mais de faire jouer l'IA contre elle-même, en fait, et de créer les données au fur et à mesure. Donc là, j'ai donné un petit panorama. Donc, il y a pas mal de questions ouvertes. Donc, je vais en lister quelques-unes qui, moi, m'intéressent et sur lesquelles je peux intervenir. Donc, c'est très biaisé, mais voilà, j'essaie de dépasser légèrement ça. Donc, les grandes problématiques, en tout cas d'un point de vue mathématique, ça va être les questions de trouver le W étoile, comment faire cette optimisation, comment faire ce réglage de tous ces paramètres. Quand on a 1 million de paramètres, comment trouver quelque chose qui marche bien. Autre grande famille de problèmes, toutes les questions d'approximation. Donc ça, c'est des problèmes pareils qu'on retrouve pour d'autres familles de fonctions. On retrouve ça des Lagrange ou Fourier. Sauf que pour Lagrange, c'était des polynômes. Pour Fourier, c'était des sommes de cosinus. Pour nous, ça va être des réseaux de neurones. C'est le même genre de problématique. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec une famille de fonctions de réseaux de neurones? Quelles fonctions peut-on approcher? Quelle architecture de réseau il va falloir pour bien les approcher?
Voilà, donc ça, c'est des questions assez fondamentales. Il y a la question de la généralisation. Donc là aussi, on en a bien parlé. On a déjà parlé. A-t-on assez d'exemples? Les exemples sont-ils assez divers? Est-ce qu'on va vraiment couvrir toutes les situations? Donc ça, c'est des questions là aussi assez fondamentales. La question de la robustesse. Donc Nicolas en a parlé très rapidement. Donc il y a pas mal d'IA, notamment les réseaux de neurones, qui vont être en fait très instables. C'est-à-dire que si on prend une image, par exemple, qui est bien classée comme une image de voiture et sur laquelle il y a une voiture, on va pouvoir créer une perturbation très très petite de cette image qui va permettre de changer la prédiction, de faire que le système reconnaisse une autruche ou quelque chose de complètement aberrant là-dedans. Donc ça pose tout un tas de questions sur sur la stabilité de la prédiction et voilà, pour améliorer la robustesse. Donc c'est aussi un sujet qui m'intéresse. Des questions plus de type environnemental, mais qui rejoignent aussi des questions d'embarquabilité. Comment construire des réseaux de neurones qui soient sobres au niveau de leur consommation énergétique. Donc ça aussi, c'est des questions qui sont importantes. La certifiabilité, donc là aussi Nicolas en a parlé, si on met une IA dans un avion, il va falloir être sûr qu'elle donne la bonne réponse. Donc comment garantir ça? Comment choisir les données? Donc là on rejoint cette question, comment choisir les données d'apprentissage pour garantir qu'on couvre vraiment toutes les situations possibles? Et comment vérifier qu'une IA aussi marche bien? Donc là aussi ça pose une question de est-ce qu'on est capable de générer des exemples de tests pour couvrir toutes les situations possibles, ou est-ce qu'on a des solutions formelles pour garantir, pour certifier une IA? Des questions d'éthique, donc les données sont biaisées, donc là on en a parlé plusieurs fois. La donnée est-elle équitable? La décision est-elle équitable? Donc là aussi, il y a beaucoup de travaux en fait et des réponses satisfaisantes. Enfin, maintenant, c'est des sujets qui commencent à être beaucoup plus matures. D'autres questions comme la confidentialité. Est-ce qu'on est capable de partager des données, par exemple, pour faire un apprentissage en commun, mais éventuellement, on aura envie de partager ces données sans que les autres aient accès à toutes nos données. Donc là aussi, on va en général créer des embeddings pour pouvoir faire ça. Des questions toutes bêtes. Est-ce qu'on est capable, si on connaît une IA, est-ce qu'on est capable de reconstruire les exemples? Auquel cas, ça pose des questions par rapport à des questions légales maintenant avec les nouveaux règlements européens. Et enfin, donc ça, c'est aussi quelque chose que je fais, mais sûrement moins. Mais j'étais dans un comité ANR IA là-dessus, et il y a beaucoup de projets là-dessus. C'est tout ce qui est modélisation et application de l'IA. Donc, comment construire une IA pour une tâche précise. Et ça, c'est une bonne partie des projets qu'il y a là-dessus. Donc, comment organiser tout ça pour faire en sorte qu'on a à la fin un résultat qui est efficace. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop technique. Voilà. Et merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Ok, merci François. Bon, c'était très bien, bravo. C'était un challenge et je pense que tu l'as bien soulevé. Alors, ce qui est bien quand même, c'est que on voit bien que l'approche d'une approche vraiment par les données, et que en fait, est-ce qu'on perd pas quand même, est-ce qu'on peut ne pas perdre l'explication de comment marche le système qui était nécessaire pour faire de la modélisation, alors que là, on reste à un niveau supérieur, un niveau d'optimisation, on risque de perdre ou de ne pas comprendre comment marche effectivement le système. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que je me trompe? Ouais, ça va dépendre des modèles d'IA, en fait. Hein. Il y a des IA pour lesquels on va avoir des explications extrêmement simples et naturelles. On peut penser aux arbres de décision, par exemple. C'est une famille de fonctions pour lesquelles on a des explications extrêmement simples et claires. Le VM aussi, d'une certaine façon. Enfin, ça dépend vraiment beaucoup des familles de fonctions. Après, pour les réseaux de neurones, c'est un sujet à part entière. Ouais. Et c'est un sujet qui n'est pas si évident à adresser. Donc, il y a beaucoup de méthodes qui sont développées et beaucoup de propositions à droite à gauche.
c'est un sujet très actif avec cette problématique d'adapter l'explication au type de problème Voilà. Ouais. qu'on a. C'est-à-dire que si on repense par exemple à quelqu'un qui cherche un crédit, ça pourrait avoir du sens de lui dire, voilà, il faudrait que vos projets soient un petit peu moins chers de temps pour que ce soit acceptable, ou que votre salaire soit un peu plus haut pour que ce soit acceptable. En tout cas, c'est pertinent de donner une direction euh, à la personne pour expliquer. Mais il y a d'autres domaines où ça ne va pas forcément être le même type d'explication qui vont être pertinentes. En fait, il y a une zoologie de méthodes d'explication qui en fait correspondent à la zoologie des cadres applicatifs. Ok, très bien. Si je peux... Bravo. Oh, excuse-moi, Michel, je voulais aussi donner une réponse complémentaire à celle de François à ta question, parce que je crois que c'est important. Donc, dans le cas que François a évoqué, là, le banquier et le prêt, je voulais évoquer aussi le risque de ce que peut faire une IA. Donc, on peut donner des explications qui cachent d'autres explications. D'accord? Donc, je peux dire, oui, si vous aviez eu un salaire un peu plus haut, vous auriez eu le prêt. Mais par contre, l'algo aurait dit que ben, si vous étiez, je sais pas, supporter de Trump, vous aurez eu le prêt avec votre salaire. Hein? Donc, il y a aussi un jeu à jouer avec nos IA qui vont faire des prédictions. Et je crois que c'est pourquoi la question d'explicabilité, excusez-moi, est assez complexe, comme a évoqué François, et que ça se décline sur beaucoup de domaines différents, de manière différente. Mais il y a aussi cette question d'adversarialité à laquelle on doit faire face, parce que ce n'est pas toujours le cas que notre banquier a nos intérêts en tête. C'est plutôt qu'il a ses intérêts en tête. Et il faut que nous soyons sûrs qu'il ne triche pas. Et donc là, ça devient un jeu beaucoup plus compliqué pour trouver les explications pertinentes pourquoi tu n'as pas eu ton prêt. Voilà.